Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut, et je suis cette fois tout seul, voilà. Mais j'espère que vous allez bien, voilà, quand même c'est l'essentiel en ce moment. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en facecam, voilà, parce que ça fait plaisir une fois de temps en temps, hein, voilà, pour le fun. Et pour parler d'un sujet un petit peu, beaucoup, très important, oui, en effet, qui vous a probablement affecté durant vos parties, s'appelle justement voir et gérer les menaces, puisqu'il paraît que c'est assez important durant une partie de commandeur de savoir repérer les menaces. Avant toute chose, on va passer par la phase de pub. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Oui, mais on connaît... » Oui, ben voilà, mais il y a des choses importantes à dire à chaque fois, et la première, c'est qu'il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, voilà, sur Facebook, Twitter et Instagram, pour aller voir les différentes news de la tour, pour être au courant des différents lives, etc. Et les vidéos qui sortent, tout ça, enfin bon. Après, pour ça, vous pouvez également, plus simplement vous abonner ici à la chaîne, et puis pourquoi pas un petit like au passage sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Évidemment commenter, aujourd'hui c'est un sujet sur lequel on va pouvoir beaucoup discuter, si jamais vous avez des anecdotes de votre côté aussi, ça peut être intéressant à échanger. Donc voilà, hein, faut se faire plaisir un petit peu. Et puis ça fait du bien à la chaîne, donc du coup c'est parfait, voilà. Aussi vous avez notre chaîne Twitch pour pouvoir nous retrouver en live régulièrement chaque semaine. Donc écoutez, faites-le, parce que là il se passe plein de choses, il y a des games qu'on joue en live, il y a des nouvelles choses qui vont arriver vu que on commence à aborder un petit peu à la fois le déconfinement, on va essayer de vous proposer des choses un petit peu nouvelles ou qu'on avait dû mettre de côté pendant une période, vu que voilà, on pouvait pas se retrouver pour jouer en physique, donc hey, ça va être sympa. Et également il y a les archives de la tour, donc notre chaîne secondaire pour les replays des lives, si jamais vous ne pouvez pas être là tous les soirs où on fait des lives, oui, c'est normal, hein, voilà, vous avez une vie aussi à côté, et vous pouvez regarder les replays directement sur la chaîne des archives de la tour, voilà. Et bien évidemment, je ne peux pas finir cette phase de pub sans parler de Tipeee et des tipeurs, quoi, voilà. Les tipeurs qu'on va remercier encore une fois, parce que c'est grâce à eux qu'on peut investir autant dans le matériel, autant de temps aussi, voilà, parce que c'est quand même du temps professionnel que je prends maintenant, exprès pour la tour, et pour vous produire du contenu, voilà, il paraît. Plus les autres projets qu'on est encore en train de mettre en place, on espère que certains d'entre eux vont pouvoir aboutir post-Covid, ou du moins au post-Covid intensif, voilà. Et voilà, on se prépare à tout ça et à vous présenter de belles choses et de nouvelles choses pour votre amusement et pour notre grand plaisir, parce qu'il faut dire qu'on s'éclate un petit peu à faire tout ça aussi. Donc voilà, donc grand merci aux tipeurs, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, écoutez, c'est dans la description de la vidéo, il y a un lien vers Tipeee, vers notre Tipeee, et voilà, je vous dirai merci aussi la prochaine fois, voilà, ce sera pour vous aussi. Bon, on va passer au sujet du jour, donc voir et gérer les menaces. Alors, en anglais, le terme anglophone peut un petit peu parler un peu plus à ceux qui ont tendance à manger du contenu anglophone, niveau commandeur. Ça s'appelle le Threat Assessment, en gros la gestion des menaces, voilà, je peux pas dire ça autrement, ou plutôt les niveaux de menaces, enfin bon, c'est un peu flou dans le terme, et du coup, il y a pas mal de choses qui sont regroupées là-dedans, en fait, dans cette notion. C'est en gros le fait d'avoir des menaces, certes, dans le commandeur, mais également à quel niveau. Bien évidemment, je pense que vous avez déjà eu des parties où vous avez eu cette notion, en fait, du voir et gérer les menaces, qui rentrait en compte, et parfois, pour le meilleur, ça c'est bien, quand c'est pour le meilleur, mais souvent pour le pire, parce qu'il faut avouer qu'il y a toujours des moments où on peut passer à côté d'une menace, on peut ne pas pouvoir la gérer, etc. Où voilà, on n'évalue pas bien le niveau de menace non plus, on se dit « Ah ouais, ça a l'air un petit peu... » Et en fait, c'est très très menaçant, t'es là... Voilà, donc ça fait on fait un peu la tronche. Parfois, c'est peut-être même pas vous qui avez fait l'erreur, ça peut être aussi vos adversaires, parce que bon, ils ont pas repéré quelque chose qui était important dans le plan de jeu d'un adversaire, et du coup, ils l'ont laissé passer. Et ça, généralement, c'est une catastrophe, voilà, il faut avouer. Et ça dégoûte un peu, parce que l'erreur ne vient pas de vous. Vous pouvez avoir essayé de convaincre la personne, et la personne s'est dit « Bah non, moi je vois pas, et tout ». Et donc du coup, elle est restée bloquée là-dessus. Moi je le vois pas, je vois pas pourquoi tu me dis que c'est une menace si moi je le vois pas. Donc bon. Le problème, je vais mettre ça sur le tapis tout de suite, parce que sinon je pense qu'il y a des gens qui vont gueuler, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais voilà, je suis pas trop sûr, tout ça ». Le problème, c'est que c'est une notion très complexe, la menace, en fait le niveau de menace surtout. On n'est pas comme sur les niveaux voilà, plus simples, d'autres choses où on sait que ça c'est pas bon, ça c'est très bon, ça c'est excellent. Voilà, là c'est plus dépendant de certains éléments qu'on va avoir dans cette vidéo, mais c'est aussi dépendant d'une chose en fait. Votre capacité à voir les menaces, à les repérer, elle va être basée sur quelque chose de très simple, c'est votre expérience. Votre expérience, alors c'est pas forcément les parties que vous avez jouées vous-même, parce que des fois vous pouvez ne pas avoir joué contre telle carte, et vous savez qu'elle est menaçante parce que vous avez peut-être vu une vidéo
regardé un live, etc., dans laquelle vous avez vu que la carte en question, ça peut être une menace. Voilà, vous avez vu un deck, on en parlait, tout ça, et ben c'est une menace dans ce deck-là, vous avez compris pourquoi, les tenants et les aboutissants, et du coup, bah, c'est l'expérience en fait. Voilà, vous entendez quelqu'un d'autre en parler, développer et argumenter autour, donc du coup ça devient quelque chose que vous acquérez dans votre expérience. Et c'est pour ça que la gestion des menaces, généralement, elle est foirée à partir du moment où on a tendance à avoir des joueurs qui sont un peu plus nouveaux, et que des fois on leur parle pas en fait, voilà. Mais ça c'est quelque chose dont je parlerai un petit peu plus tard dans le détail, mais en gros, un joueur récent dans le Commander peut faire plus facilement des erreurs de gestion et d'évaluation des menaces parce que il aura pas forcément toutes les clés en main pour comprendre à quel point c'est menaçant. Et à l'inverse, peut-être qu'il va confondre, il va se dire « Ah, ça c'est menaçant », mais en fait, bah, c'est menaçant dans un format qu'il connaît bien, dans le standard, dans l'historique, en pionnier, en moderne, mais en fait, en Commander, voilà, on s'en fout un peu. Donc, je vous avoue que c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est pas pour tous les joueurs, il y en a qui arrivent très bien à évaluer très vite qu'est-ce qui se passe, mais voilà, je voulais au moins partir là-dessus pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est que voilà, on gère chacun avec notre expérience, et du coup moi j'ai envie de vous donner des petites clés en main, des petits outils en plus, pour faire en sorte que vous puissiez les voir plus facilement, et éviter de les louper. Alors je pense qu'on va peut-être partir du point de base, parce que je parle de menace, oui mais c'est très menaçant tout ça, mais qu'est-ce que c'est qu'une menace ? Bah oui, une menace en fait c'est une carte, ou une combinaison de cartes, qui donne une avance considérable à leur propriétaire. Alors, du coup là je fais oui c'est une définition très large, vous allez me dire oui mais... Ouais, oui, c'est très large et c'est fait exprès. Alors ça c'est l'une des définitions, parce que les menaces ça peut être autre chose. Ça c'est la première, c'est le truc que vous allez retrouver le plus couramment, faut le dire. La deuxième c'est l'état d'esprit d'un joueur. Parce que je sais pas si vous avez rencontré des joueurs aggro, donc qui ont tendance à sortir leur créature et faire boum boum. Ils ont tendance, quand ils sont bien placés en fait, à attaquer un joueur en particulier, parce que un joueur c'est une menace, c'est une menace contre leur plan de jeu en particulier, voilà, où on peut se faire gérer, etc. Donc bon, du coup, gérer un joueur, eh ben malheureusement, ça met les autres aussi dans l'angoisse, voilà. Parce que l'un de leurs adversaires dégage, et t'es là, ah et maintenant on n'est plus que deux face à ce deck qui est en train de faire boum boum dans ta tronche, quoi. Donc bon, du coup, un état d'esprit très particulier, on dit, non pas je vais être ultra compétitif, mais au moins je vais être efficace dans ma façon de faire. Ça c'est menaçant parce qu'il a les outils en main, et du coup il dit « Ok, je vais être efficace dans ce que je fais. » Voilà. Du coup, ça c'est les deux premières, mais la troisième, je pense que vous la connaissez bien parce qu'elle regroupe un peu tout. C'est un joueur qui a déjà une avance considérable dans les ressources à sa disposition. Alors les ressources, il y a plein de ressources. Il y en a que vous connaissez bien. Par exemple la première, la plus simple, la plus évidente, celle que... malheureusement qui peut nous faire perdre la partie à un moment, ce sont les points de vie. Voilà, quand il n'y en a plus, bah il n'y en a plus. Et vous avez perdu. Globalement, normalement. Mais globalement, c'est une ressource qu'on peut utiliser. On peut utiliser les points de vie pour, voilà, pour payer des coûts en plus, etc. Enfin bon, vous avez déjà vu, j'ai des decks qui sont basés complètement autour de ça. Il y a aussi le fait que gagner des points de vie, ça peut être une ressource dans certains jeux, bien sûr, ou ça peut même être une conséquence de la stratégie de certains jeux. Donc voilà. C'est une ressource plutôt banale, voilà, qu'on a tendance à pouvoir accumuler assez rapidement dans certains jeux, ou pas, voilà, mais qu'on a tendance aussi à utiliser. De l'autre côté, on a évidemment la mana. Donc tout ce qui est les cailloux, les terrains qui nous produisent de la mana, ben écoute, voilà, il y a un moment, quand t'as de la mana, tu peux lancer les sorts, quoi, derrière, donc tu peux faire des trucs. T'as la ressource c'est la ressource basique, en dehors des points de vie, qu'on n'utilise pas uniquement comme ressource, mais la mana, c'est vraiment la ressource qui nous permet, en fait, de jouer, en fait, tout simplement. Mais il y en a une autre. C'est la troisième. C'est les cartes en main, ou les cartes à la disposition, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas forcément que la main à partir de laquelle on peut jouer des cartes, hein. Vous le savez déjà, en Commander, il paraît qu'on aime bien jouer de plein de zones différentes, les cartes. Donc, les cartes à disposition, en fait, qu'on peut jouer, du coup, qu'on peut lancer, les sorts qu'on peut lancer, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que tu peux avoir autant de mana que tu veux, tu peux avoir 16 mana sur le champ de bataille, si t'as rien à faire avec ce mana, bah écoute, c'est mort, quoi. C'est mort. Et derrière, bah, si t'as des cartes en main, etc., et que t'as peu de mana, bah au moins tu peux lancer au moins une carte par tour, probablement, voilà, en espérant que tu sois pas non plus dans une sortie complètement merdique, mais même en étant limite au niveau des terrains, tu peux toujours faire quelque chose tant que t'as des cartes en main, voilà. Sauf que, bah, ça ne va pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, bah, t'as du mana, et ben, t'as du mana. C'est tout. Voilà, c'est bien. Et donc, alors, ça veut pas dire que il faut que le joueur, pour avoir une avance considérable, il ait seulement une de ses ressources, parce que justement, quand il a plusieurs de ses ressources en même temps, bah, c'est encore mieux. Parce que les points de vie,
Ça met un petit peu de bâton dans les roues dans les adversaires. C'est ah ouais, bah vous voulez me tuer, bah écoute, j'ai 120 points de vie. Let's go, allez-y, essayez de m'attaquer. Voilà. Donc à moins de tuer avec un commandant qui a beaucoup de patates, ça va être compliqué cette histoire. Derrière, on a la pioche et la mana qui sont très synergiques, c'est-à-dire les deux ensemble, c'est évidemment ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà, mais on peut combiner ces trois ressources, avoir qu'une seule d'elles en grande quantité, c'est suffisant, ou alors avoir les trois d'entre elles, et c'est déjà pas mal du tout, quoi. Donc voilà, ça c'est les trois situations, donc. La carte ou la combinaison de cartes qui donne une grosse avance, un état d'esprit du coup un peu plus agressif, un petit peu plus optimum, on va dire, au niveau des plays, et derrière, le troisième, c'est évidemment celui qui a déjà une avance, donc ça peut être par une suite de cartes, une combinaison de cartes, mais qui ne sont plus actives en ce moment, donc pas des permanents, etc., ça peut juste être des sorts, des éphémères de rituels, et du coup, ben voilà, c'est là où on en arrive, qu'est-ce qui est une menace. Alors, techniquement aussi, il faut le dire, parce que c'est la remarque que je m'attends à recevoir à un moment, en gros, techniquement, si on regarde ça, tout ce qui peut faire fonctionner le plan de jeu d'un adversaire peut être considéré comme une menace. Pourquoi ? Bah parce que, bah oui, techniquement, quand on joue des cartes qui sont synergiques avec notre commandant, avec notre plan de jeu, on avance, on prend une avance dans notre plan de jeu et dans la partie, voilà. Et il y a un problème en fait, parce que le but d'un joueur à la base, bon, alors évidemment, sauf si on monte un deck un petit peu troll, hein, bien sûr, mais dans la majorité des cas, c'est d'avoir un deck qui est synergique, et de mettre en place son plan de jeu avec toutes les cartes qu'il a à sa disposition dans le deck. Pas d'avoir des cartes qui sont un petit peu « Oh bah tiens, j'ai mis ça parce que je l'avais dans ma collection, c'est juste ça avait rien à voir avec le reste ». La plupart du temps, les joueurs ont tendance à essayer de faire en sorte que tout ait un rapport avec la stratégie qu'ils essaient de mettre en place. Mais donc du coup, à partir de ce moment-là, bah du coup ça veut dire que toutes les cartes d'un deck sont menaçantes pour les adversaires. Ça devient compliqué cette histoire, parce que du coup sinon on va être en mode « Oui, bah alors attends, il faut que je gère toutes les cartes et tout ». Impossible, voilà. Vous savez déjà très bien, si vous avez essayé un jour, c'est impossible de mettre de la gestion tout le temps, partout, et d'éviter que les adversaires fassent tout et n'importe quoi. Parce que, bah, à un moment, faut jouer, quoi. Et il faut que vous jouiez aussi. Vous pouvez pas empêcher les trois autres adversaires de jouer correctement leur deck et d'avoir les éléments qu'il leur faut, quoi. Donc, eh ben, il faut accepter qu'il y a des choses qui vont passer. Donc, pour gérer efficacement une menace, surtout, avant toute chose, il faut distinguer les différents niveaux de menace. Les menaces qui sont vraiment insignifiantes, où on se dit « Ouais, c'est bon, il va rien se passer parce qu'il va rien se passer », avec cette carte-là, et ensuite les cartes qui... Enfin, les menaces qui sont en fait des menaces qui vont terminer la partie. Du coup, on va devoir un petit peu... mettre des catégories là-dedans. Ouais, je sais, voilà, des catégories, mais surtout des niveaux de menaces, en fait, qui vont du... Allez, on va catégoriser ça comme ça. C'est petits, moyens et grandes menaces. Enfin, petites, moyennes et grandes menaces. Et du coup, je vais essayer de vous donner une petite description et de vous donner quelques exemples. Donc, une petite menace, par exemple. Les petites menaces, du coup, c'est celles qui donnent des petits avantages, notamment les trois catégories que je vous ai données, hein, les points de vie, la mana ou, du coup, la pioche, voilà, ou les cartes supplémentaires à jouer. Et, des exemples très bateaux. Pour la mana, c'est facile, il y en a pas mal. Oiseau de paradis, par exemple, ou anneau solaire. Il y en a qui vont sauter sur leur ciel, ils vont être là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi anneau solaire, il est dans les petites menaces? Parce que anneau solaire, en fait, c'est une petite menace, ça donne du mana en plus. Oui, ça a un bon coup rentabilité. Oiseau de paradis, moi je le trouve très bien aussi, hein. Voilà, c'est une très bonne carte, je la joue dans beaucoup de decks. Voilà, parce que ça fixe le mana, ça coûte que 1 mana, ça vole, voilà, donc du coup, il y a pas mal de choses qui sont inférieures à ce petit oiseau. Et pareil pour anneau solaire, c'est un bon artefact, oui, il a un gros avantage en effet, mais c'est tout, ça reste de la mana, et il n'y a pas un avantage excellemment gigantesque dans ce que font ces cartes-là. Donc, ça voilà, c'est des petites menaces. Bon, peut-être que j'essaierai un moment d'attaquer pour compenser ça, voilà. La signature de sang, pour la pioche, en noir, voilà, oui. Un petit rituel qu'il faut piocher 2, qui fait perdre 2 points de vie. Bon voilà, là on voit du coup, les points de vie c'est une ressource, ça marche bien aussi. Mais également, du coup, on a cette petite pioche, qui est juste une pioche. Voilà, c'est... ok, t'as pioché une fois. Voilà, t'as pioché 2 cartes, t'es content. Et je veux dire, oui, voilà, il a pioché 2 cartes. C'est un petit avantage, c'est une petite menace. Mais ces petites menaces, à aucun moment on va les gérer. Tout comme la dernière que je peux vous présenter, c'est la garde des âmes, qui est très représentative des points de vie à gagner. Et oui, parce que garde des âmes, faut avouer, c'est le petit truc un petit peu gênant, hein, voilà. Les points de vie qu'on gagne à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, t'es là,
Les adversaires, des fois, ils sont là, ah ouais, attends, je joue une créature, ah oui, mais il gagne un point de vie. Je joue une créature, ah oui, il gagne un point de vie encore. C'est un petit peu lourd, mais c'est pas le truc qui va te faire gagner, c'est juste, ça va temporiser un petit peu. Les adversaires, ils vont être là, ils vont faire... Mais ils vont un petit peu râler, ils vont faire la moue, mais ils vont pas être là non plus. Voilà, il y a un moment, il faut distinguer, c'est vraiment une petite menace. Ce qui va compter, c'est les cartes qu'il y aura à côté. Et généralement, qui seront, du coup, dans la catégorie des moyennes menaces. De menaces moyennes, plutôt. Le premier, je vais prendre un truc qui fait gagner des points de vie, et qui est un peu plus synergique aussi avec certains index, c'est l'artiste de sang. Puisque là, on rentre dans une catégorie où, en fait, on a des cartes qui commencent à être très synergiques avec tout le reste, et qui commencent à faire beaucoup de bêtises, mine de rien, même si elles vont pas commencer à faire des combos de fous, à faire des boucles infinies, tout ça. Non, ça c'est quelque chose qu'on garde pour un peu plus tard. Mais vraiment, les moyennes, c'est vraiment des trucs où ça peut être dégénéré dans certains decks, dans certains jeux, mais il y a également une marge de manœuvre, en fait. Voilà. C'est ça, j'expliquerai un petit peu après aussi. Donc, l'artiste de sang, c'est un bon exemple. Parce que artiste de sang, c'est cool dans certains decks, voilà, on a des decks qui veulent gérer des créatures, tout ça. Les decks aristocrates, évidemment, le jouent, bien sûr, voilà, donc on a des créatures qui meurent, un adversaire va perdre des points de vie, on va gagner des points de vie. C'est exactement ce qu'on veut, ça fait une différence dans la partie, ça a vraiment un impact, un bon gros impact, et surtout ça impacte également les adversaires. Donc ça, c'est bien. Mais ça reste une menace moyenne, sauf dans certaines situations, mais qui sont généralement mises en place par des grandes menaces, voilà. Acolyte de Karametra et Nykthos pour le mana. Alors oui, bon, pour ceux qui connaissent pas, ça fait autant de mana que la couleur, la dévotion de telle couleur, donc Acolyte de Karametra uniquement avec le vert et Nykthos avec la couleur de votre choix. Alors du coup, ça c'est des cartes qui font en effet une grande quantité de mana, mais ça demande une mise en place, encore une fois, comme pour l'artiste de sang. C'est pas juste, je le pose, je vais faire un truc de débile, t'es là. Non, je le pose, il faut que j'ai encore de la dévotion un petit peu à droite à gauche, voilà, et que mes cartes, j'ai un board, un champ de bataille, qui a de la dévotion et qui m'apporte du coup des éléments pour faire fonctionner ces deux cartes. Donc, ce sont des grosses cartes quand elles sont dans une très bonne situation, mais ce sont des cartes qui en donnent un net avantage quand elles sont dans des situations plutôt moyennes, et qui donnent rien du tout quand il n'y a rien, voilà, comme l'artiste de sang, pareil. En carte de pioche, j'en ai mis deux que vous devez connaître assez bien. Il y en a qui vont... Alors attention, restez bien sur votre siège, parce que je pense qu'il y en a qui vont décoller. Il y a la bibliothèque sylvestre et l'étude ristique. Alors là, c'est bon, j'en ai perdu 2-3, ils sont en train de s'évanouir, mais globalement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je ne dénigre pas ces cartes en disant « ouais, de toute façon, c'est plutôt moyen, etc. » Non, je dis justement que ces cartes-là, elles ont un impact, mais elles ont un impact qui va demander une certaine mise en place, et généralement, cette mise en place-là, c'est le temps. Une étude ristique qui, par exemple, ne va rester que durant mon tour et le tour adverse ensuite avant de se faire gérer, elle va avoir un moindre impact qu'une étude heuristique qui va rester pendant 4 ou 5 tours de table. Voilà, c'est évident. Et pareil pour la bibliothèque sylvestre, c'est quand même un enchantement qui arrive, qui ne fait rien avant le début de ton prochain entretien, enfin de ta prochaine pioche. Et t'es là, du coup, techniquement, ça fait dire un petit peu, cette carte-là, ça reste une carte morte tant qu'on n'est pas arrivé au début du tour suivant. Donc, voilà, ce sont des cartes qui ont une plus-value. Mais c'est pas le fait que tu vas faire une fois Bibliothèque Sylvestre qui va tuer la partie. C'est le fait que tu vas le faire 3, 4, 5, 6 fois durant la partie, tout comme étude heuristique, où d'un seul coup tu vas piocher 5, 6 cartes en plus à chaque tour. En effet, là on est dans les menaces qui sont moyennes parce qu'elles vont dépendre énormément de combien de temps elles restent en jeu. Voilà, un petit peu à la manière des autres cartes que j'ai citées avant. Et aussi si la situation est bonne pour eux, parce que étude heuristique qui arrive par exemple au tour 7 ou 8, malheureusement, la plupart du temps, les adversaires, ils auront de quoi payer le 1 mana de plus pour éviter de te faire piocher. Et personnellement, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, j'en ai déjà vu, vous avez probablement eu des parties où vous avez joué étude heuristique, et que derrière, les adversaires, étant donné qu'ils avaient suffisamment de mana, ils payaient systématiquement 1 de plus pour vous éviter de piocher. Et donc du coup, en un tour de table, vous aviez pioché 0 carte. Waouh, magnifique quoi. Donc du coup, ça fait relativiser quand même un petit peu. C'est des cartes qui sont puissantes, qui ont un impact, mais qui demande à rester un petit peu pour avoir cet impact suffisamment fort. Voilà. Et bien sûr, on va conclure avec les grandes menaces. Alors là, du coup, je vous avais dit, oui, les points de vie, la pioche, la mana. Là, c'est plus totalement vrai. On a des cartes qui ont un impact aussi, et qui sont plutôt sur la conclusion de la partie. Voilà. Donc ça, ce sont des cartes qui sont menaçantes réellement, parce que à ce moment-là, quand vous allez les jouer, votre but, ou le but de l'adversaire qui les joue, c'est de conclure la partie, ou de mettre un impact tellement fort, généralement sur vos points de vie, sur le board en général,
bah du coup que vous allez pas vous en remettre et derrière que la victoire est encore plus assurée. C'est soit ils gagnent la partie, soit l'avance qu'ils avaient là par rapport à vous, et ben en fait ils essaient juste de la décupler en vous enfonçant en plus. C'est quelque chose d'assez important mine de rien. Donc, un bon exemple, je pense que vous connaissez, si vous avez déjà rencontré des jeux qui jouent avec beaucoup de créatures et qui jouent vert, ouais, je vais parler du Behemoth Caveur de Cratère, qui est le Crater Ouf Behemoth, le fameux, le seul et l'unique. Bah, c'est vrai que si vous avez déjà joué contre des jeux jetons ou des jeux justement qui ont beaucoup de créatures, c'est vrai que le Behemoth, bah, c'est un classique quoi. C'est une carte, vous savez qu'à partir du moment où quelqu'un par exemple va aller tuto une créature, à un moment clé de la partie où justement il a beaucoup de créatures, la plupart du temps, premier réflexe des joueurs c'est ah, tu vas chercher Behemoth. Non, pas forcément. Si, en vrai, la plupart du temps, c'est le cas. Il y a beaucoup d'autres cartes, bien sûr, comme ça, dans le même genre, mais ça, c'est un bon exemple, justement, de... bah, j'ai mon plan de jeu qui est en place, et encore une fois, ces cartes-là, ces grandes menaces, elles sont très dépendantes aussi de la mise en place du plan de jeu, parce que s'il n'y a pas de créatures, ou s'il y a genre une ou deux créatures sur le champ de bataille, c'est beaucoup moins impactant, il faut avouer. Donc du coup, le Behemoth, il demande aussi une mise en place. Mais le truc, c'est que c'est une mise en place qui va faire carrément gagner. Donc voilà, gros impact ici. Pareil, pour la mise en place, tout à l'heure je parlais de la dévotion, bah celui-ci c'est aussi sur la dévotion, c'est le marchand gris d'Asphodel. Puisque pareil, lui fait perdre beaucoup de points de vie à partir du moment où vous avez mis en place des cartes qui ont une dévotion noire assez importante, et ben ça peut avoir un impact et soit tuer, soit au minimum mettre à très peu de points de vie chacun des adversaires, ce qui peut être utile dans certains jeux qui ont tendance à mettre des blessures à distance, ou qui ont ce qu'il faut pour terminer la partie derrière quoi. Donc du coup, voilà, marchand gris d'Asphodel, un petit peu dans le même genre, et surtout ça renforce aussi vos points de vie de manière, voilà, un petit peu bourrin. Donc voilà, vous creusez l'écart encore une fois, c'est un écart que vous creusez énormément avec une seule carte. Alors du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre du blanc, bien évidemment, dans cette liste, parce que sinon il y a des gens qui auraient dit « Oui, mais voilà, le blanc, il a pas des grosses menaces », et bien sûr, une carte blanche qui est sortie il y a pas longtemps, c'est Volonté d'Achroma. Voilà, Volonté d'Achroma qui est quand même une carte qui termine un peu la partie aussi, un peu à la manière du Behemoth Caveur de Cratère, c'est juste que là, bah, on a besoin encore une fois de notre champ de bataille, éventuellement notre commandant, c'est quand même beaucoup mieux pour le jouer, et derrière, bah voilà, Volonté d'Achroma, bah, généralement on finit ou on impacte énormément la partie, quoi. J'ai déjà vu des joueurs passer de 13 à 120 points de vie en l'espace d'un tour à cause de cette carte-là, et pendant ce temps-là, il y avait un joueur qui était mort, il y en avait deux qui finissaient à 10 points de vie, et à ce moment-là, bah, on est tous en train de tirer la tronche parce qu'on se dit oh, on va pas vraiment s'en remettre de celle-là. Voilà, encore une fois, creuser l'écart. Je ne pouvais pas passer à côté non plus d'une certaine carte bleue, que j'aime beaucoup, que les gens détestent en général, c'est Expropriate, parce que bon, gagner des tours supplémentaires, c'est gagner deux choses dont j'ai parlé un petit peu au début de la vidéo. C'est gagner du mana supplémentaire, puisque techniquement vous allez dégager vos terrains au début de votre tour supplémentaire, et c'est également gagner une carte supplémentaire, ou plusieurs cartes supplémentaires, puisque vous allez piocher au début de votre tour. Donc voilà, c'est quand même non négligeable, et en plus, vous gagnez le fait de pouvoir poser un terrain en plus, vous gagnez du temps en plus avec une nouvelle phase d'attaque, vous avez les capacités de déclencher à certaines phases particulières que vous allez pouvoir redéclencher à nouveau sur tour supplémentaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup en fait quand on veut gagner du temps et gagner énormément de ressources rapidement. Un tour supplémentaire, ça a un gros impact. Mais malheureusement, c'est jamais assez... c'est plutôt pas très bien apprécié en commandeur. Donc voilà, Expropriate, c'est une carte qui veut vous faire gagner énormément d'avance, d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, dans les cartes qui concluent la partie, je vous avais parlé de faire beaucoup de mana tout à l'heure, je peux parler aussi de lui, plutôt de elle, c'est la baliste ambulante. Vous doutez bien, c'est une carte qui est quand même très très jouée dans le format, et bien sûr, c'est une carte qui conclut la partie, quoi. Vous avez beaucoup de mana, vous avez une baliste, généralement vous savez quoi faire, voilà. Et c'est encore une fois une carte qui conclut, qui essaie d'impacter énormément le board, et en plus qui est très difficile à gérer, donc ça on en parlera un petit peu après, mais vraiment, vraiment, c'est une excellente carte et une très grande menace. Généralement, quand quelqu'un joue une baliste, c'est pas pour le fun, quoi, c'est pour terminer la partie. Ou bien vraiment parce qu'il est dans le mal, donc voilà, ça c'est des extrêmes, quoi. Alors voilà, je viens de vous parler des différents niveaux de menace. Alors évidemment, c'est quelque chose de flexible parce que vous avez compris qu'il y a quelque chose auquel j'ai fait allusion très souvent pendant ces différentes catégories, c'est le fait que ça dépendait aussi de ce qui était mis en place sur le champ de bataille. Parce que, à ce moment-là, la menace, elle dépend toujours de la situation. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a des cartes, c'est pas tout à fait le cas. Oui, c'est vrai, mais il y a des cartes où c'est pas tout à fait le cas, il y a des cartes qui sont menaçantes en permanence,
Et la majorité des cartes, la très grande majorité des cartes, je veux dire 95% des cas au minimum, au bas mot, voilà, ça doit être des cartes qui ont besoin d'une certaine mise en place au niveau du champ de bataille pour réellement fonctionner et pour dire ok, je suis vraiment une menace. Voilà, artiste de sang, il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, et ben il fait rien. Voilà. C'est valable pour les autres cartes que j'ai citées, voilà, pas de dévotion au vert pour Acolyte de Karamutra, bah c'est pas faisable, pas de créature sur le champ de bataille pour Behemoth, ça fait rien, baliste alors que t'as pas beaucoup de mana, c'est plutôt moyen, donc voilà, c'est vraiment des situations où ces cartes deviennent menaçantes, ou bien elles ne le sont pas, en fait. Donc vraiment, faire attention à la situation, c'est toujours important, parce que sinon, bah, vous allez surévaluer ou sous-évaluer une menace. Et ça, c'est le truc qu'il faut absolument pas faire. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps en live en plus, c'est durant un Saturday Night Commander, c'était avec mon deck Vilis, donc un deck avec un commandant qui coûte 8, qui veut en fait faire beaucoup de mana, faire de la réduction de coûts, etc., pour arriver à Vilis et ensuite perdre des points de vie, piocher des cartes, et tuer un petit peu en ayant beaucoup de cartes en main. Donc du coup là vous voyez déjà, mon deck, le but c'est utiliser la ressource point de vie pour augmenter la ressource carte, voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Et derrière, j'étais très mal parti. J'avais fait un premier mulligan à 7 qui n'était pas bon. J'ai fait du coup derrière un mulligan à 6 qui était pas très très bon non plus, mais qui était déjà un peu plus viable, je veux dire d'une certaine façon, par rapport au précédent. Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est extrêmement simple. J'ai joué la partie, j'étais 3ème ou 4ème dans l'ordre du tour, je crois, donc j'étais vraiment pas bien non plus. Premier tour, je pose un marécage de Bojuka. Marécage de Bojuka qui est censé exiler un cimetière adverse quand il arrive en jeu, donc du coup vous doutez que quand je joue ça au premier tour, il y a probablement un problème, voilà déjà. De l'autre côté, voilà, deuxième tour, je pioche à nouveau, toujours pas de terrain, j'ai mon deuxième terrain que j'avais en main au départ que je vais jouer, c'est le flambeau du commandant. Et le problème, c'est que c'est une carte qui fait de l'incolore. Voilà, c'est un terrain qui fait de l'incolore, qui est certes très utile avec Vilis, mais malheureusement pas à ce stade de la partie, et pas là où on en était. Donc, j'ai plus de terrain en main au bout du deuxième tour, j'ai pas d'accélérateur de mana, et je me retrouve un peu coincé, on va dire. Donc, troisième tour de jeu, et là, je tombe une crypte de mana crypte. Bah, je vais la jouer tout de suite, voilà. Et derrière, je paye 6 points de vie, et j'utilise mes 4 mana pour lancer Crick, qui est une carte très menaçante. C'est une carte qui vraiment a un taux de menace assez élevé dans le commandeur, parce que bah, ça permet de cheater des coups en fait en utilisant une des ressources que j'ai citées, les points de vie pour économiser l'autre ressource, le mana. Donc du coup, on se retrouve, voilà, encore une fois, hein, les mêmes trucs qui reviennent en boucle, mais vraiment, c'est une carte qui est certainement menaçante, ça je n'en doute pas. Mais dans cette situation-là, en fait, mon but c'était surtout de dire, ok, toujours pas de terrain, je suis à 2 terrains, on est au tour 3, je suis dernier à jouer, et derrière, mes adversaires ils étaient en avance. Je voyais, il y en avait qui avaient rampé et tout, il y en avait déjà qui étaient à 5 ou 6 mana au tour 3, et j'étais là, je vais avoir mal, je vais avoir très très mal. Et du coup, il me fallait reprendre un petit peu du poil de la bête, et je me disais, ben, je mets Crick, si je touche un terrain au prochain tour, ou un truc qui me fait du mana, il y a possibilité que je puisse lancer Vilis, et pourquoi pas repiocher les cartes derrière, et essayer de jouer des terrains, quoi, voilà. Parce que malheureusement, les terrains, ça reste quand même le nerf de la guerre au niveau du mana. Donc, j'étais là, bah oui, on va voir ce qui se passe. Et bon, bah voilà, j'avais déjà perdu 6 points de vie, etc. Et du coup, je dis, bon, ok, je vais passer mon tour. Et il y a un gars qui me dit, bah à la fin de ton tour, je détruis Crick. Et j'étais là, ok. Et j'ai vraiment galéré pour le reste de la partie, en fait, parce que les autres avaient pris une telle avance que, bah en fait, le fait de m'avoir buté Crick au début, ça m'a énormément ralenti. Et bah voilà, quoi, la seule option pour essayer de rattraper mon retard, c'était Crick, et je l'ai perdu. Je parlais même pas d'essayer de dominer la partie, je parlais juste de rattraper mon retard. Et en fait, j'ai expliqué à la personne qui m'avait géré Crick, je lui ai dit, écoute, le truc c'est qu'à ce moment-là, moi, je te dis, je passe en fin de tour, j'ai que 2 terrains en jeu. J'ai joué 2 terrains en plus qui sont pas très bons. Bojuka Bog, alors que ça n'avait aucun intérêt à ce moment-là. Et de l'autre côté, le flambeau du commandement, parce que, bah, il me fallait un terrain, quoi. Et derrière, j'ai pas landé, j'ai juste mis une mana crypt qui arrivait au tour 3, parce que je l'ai même pas mis au tour 1, pour dire, ok, je fais du mana et je fais quelque chose derrière. Donc du coup, c'est-à-dire que j'ai vraiment été juste extrêmement en retard, et surtout, j'ai envoyé des signaux, en fait. Il y a des signaux qui sont envoyés dans ce genre de cas où, bah en fait, il faut évaluer aussi
comment est-ce que le joueur s'en sort. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Artiste de sang, le joueur n'a pas de créature sur le champ de bataille, tu te dis, bah, ça va quoi, il n'y a pas de catastrophe. Il y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de moteur à sacrifice à côté, ben voilà, en plus, il n'y a rien. Donc voilà. Mais là, c'était pareil, Crick, il était tout seul, et il était juste là pour me faire la réduction de coût. Et en me le butant, bah en fait, il s'est enlevé, lui, une gestion, et en plus derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a permis aux autres qui étaient déjà en avance de conserver leur avance par rapport à moi, par rapport à lui, parce que lui n'était pas en avance non plus. Donc voilà, il y avait 2 joueurs en avance qui n'avaient pas géré avec la gestion qu'il avait à sa disposition. Et donc du coup, ben voilà, c'est comme ça, je lui ai expliqué, et bon, voilà, après on a passé une bonne partie hein, finalement. Mais ça a été très difficile pour moi au tout début. Donc, attention à la situation dans laquelle vous êtes, et dans laquelle les adversaires sont bien sûr. On a parlé un petit peu de tout ça, on a catégorisé un petit peu, mais comment est-ce qu'on sait si une carte est vraiment une menace? Alors là, je parle pas de est-ce qu'une carte est une menace, je parle de si elle l'est vraiment. Donc vraiment, est-ce qu'à l'instant T, là, c'est une menace ou pas? Et là-dessus, il va falloir se poser plusieurs questions et passer par plusieurs étapes. La première, c'est mesurer la plus-value qui est faite grâce à la carte pour le joueur qui la contrôle. Donc, par exemple, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a vraiment un apport actuellement de la carte à son propriétaire? Est-ce que cette carte est réellement utile actuellement? Parce que voilà, comme je disais, Artiste de sang, voilà, je vais le reprendre 15 fois, hein, mais il est bien mon Artiste de sang. Artiste de sang, où il n'y a pas de créature à côté, je vous avoue que je m'inquiète pas tellement. Je me dis, ok, il y a un Artiste de sang, s'il commence à nous faire 15 créatures sur le même tour, en effet, je vais peut-être essayer de réagir avant que les créatures arrivent sur le champ de bataille pour éviter les bêtises. Voilà. Mais globalement, s'il fait 0 plus-value actuellement avec, et que c'est juste, je l'ai posé là parce que il faut que je joue un truc et que j'ai rien d'autre que je peux jouer depuis ma main, bah écoute, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, voilà, s'il y a une plus-value, s'il commence à faire une plus-value, il faut aussi évaluer le taux de plus-value, ou je devrais dire plutôt, il faut mesurer la synergie entre la stratégie, le deck, le commandant, et la carte, en général. Parce que, imaginons que voilà, tu joues un Artiste de sang dans un deck qui, par exemple, ne joue pas du tout aristocrate, ne compte pas beaucoup sur la mort des créatures, etc. Tu regardes le commandant, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun rapport. J'ai pas d'exemple là qui me vient. Mais vraiment, c'est une situation où tu vas te dire, ouais, il a mise parce que, bon, voilà, ça fait une petite plus-value. Mais cette plus-value, ben, elle est bien moindre, en fait, parce qu'elle n'est pas dans une stratégie qui va l'exploiter vraiment à 100%. Du coup, on passe de Artiste de sang menace moyenne à Artiste de sang menace moyenne moins, en fait. Voilà. Et alors que dans certaines stratégies, notamment aristocrate, avec une bonne situation, un bon commandant, etc., on est à une moyenne plus, voire même presque grande dans certains cas. Voilà. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut évaluer aussi. Est-ce que c'est synergique avec le commandant, avec la stratégie du deck, ou pas? Est-ce que c'est plus ou moins synergique? Voilà. Si ça l'est plus, eh ben t'es là, ouais, du coup on peut commencer à s'inquiéter. Si ça l'est moins, on peut se poser des questions. Il faut aussi mesurer la facilité à gérer la carte en question. Bah oui, parce que la carte elle est menaçante, d'accord. Si c'est une carte qui est menaçante, ok, vous avez établi qu'elle était menaçante, qu'elle synergisait bien avec le deck, avec le commandant, que c'est vraiment quelque chose qui va vous embêter, qui va embêter la table et qui va donner une avance considérable à son propriétaire, d'accord. C'est bon, le bilan est ok, voilà, y a pas de problème. Mais, maintenant il faut se dire, est-ce que je peux la gérer? Voilà, c'est couillon, hein, mais est-ce que vous pouvez la gérer, mais surtout, est-ce que c'est facile de la gérer? Parce que par exemple, imaginons que vous ayez 2 permanents qui soient embêtants en même temps, enfin qui soient pas embêtants, on a dit menaçants, donc qui soient menaçants sous le contrôle d'un même joueur, pour des raisons similaires, imaginons, mais que vous ne pouvez en gérer qu'un des deux. Il va falloir aussi vérifier lequel est le plus facilement gérable. Par exemple, créature c'est facile à gérer, mais terrain c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de choses pour détruire les terrains, je suis d'accord. Malheureusement, généralement elles sont pas trop jouées parce que, voilà, plutôt moyen, ou alors parce que les gens ont tendance à pas trop aimer qu'on touche leur terrain. Donc du coup, gérer un terrain ça va être compliqué, alors que gérer une créature sera beaucoup plus facile, aussi. Donc, faites attention aux outils que vous avez à votre disposition, et aussi, qu'est-ce qui sera le plus facile à gérer ou non, parce que je pense que si vous avez moyen de détruire un terrain qui fait la même capacité qu'une créature, vous devriez détruire le terrain en priorité. Parce que la créature, elle peut être détruite par un rasboard, elle peut être détruite par un anti-permanent, un anti-créature, un -X, voilà, il y a plein de choses qui peuvent gérer une créature. Un terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Alors oui, on a parlé de menaces de manière générale, mais il y a aussi des situations où la menace, elle est essentiellement pour vous. Ou alors, est-ce qu'elle est pour vous, ou est-ce qu'elle est pour les autres, elle l'est pas pour vous? C'est
ça aussi. C'est une menace qu'on pourrait qualifier d'asymétrique, même si c'est pas totalement correct, ou du moins c'est une menace qui n'est pas globale au niveau de la table. Je parlais par exemple, imaginons que vous jouez à un jeu qui joue sur le cimetière et que quelqu'un a joué en face une cage de diagraphe qui empêche les joueurs des cartes de rentrer depuis le cimetière sur le champ de bataille. Voilà, à ce moment-là, c'est vrai que vous êtes là, ok, moi ça me fout mon plongeon en l'air, quoi. Mais si les deux adversaires en face, les deux autres adversaires se disent ouais, moi y a pas de problème, je joue ni avec l'un ni avec l'autre, là vous êtes tout seul en fait, ça vous gêne que vous. Et du coup, c'est une menace qui est un peu plus personnelle, j'ai envie de dire. Dans ces situations-là, c'est vous que ça regarde. Malheureusement, c'est probablement les pires situations, c'est là où on a une menace qui vous bloque vous, mais qui ne va pas bloquer les autres, et du coup, c'est impossible d'essayer de demander aux autres adversaires, est-ce que vous pouvez me filer un coup de main? Est-ce que vous pouvez me gérer ce machin, voilà? Est-ce que, eux, ça les dérange pas, en fait. Et même, ça peut les arranger, parce que ça vous empêche à vous de faire des bêtises, éventuellement, avec votre propre deck. Si jamais il y a une possibilité, eux, ils diront, non, voilà, comme ça met un stop, en fait, à ton jeu, et puis, écoute, voilà, tu vas devoir te débrouiller, quoi. Et ça vous fait galérer, etc. Mais du coup, là, c'est l'inverse. C'est plutôt que l'adversaire qui prend une avance, c'est plutôt qu'il fait en sorte que certains joueurs ne prennent pas d'avance, voire même qu'ils sont carrément mettre en retard, en fait, d'autres joueurs. En fonction de tout ça, on peut vite comprendre à quel point une carte peut être menaçante. Voilà, donc, je vous avais mis des niveaux, mais ils sont fluctuants en fonction de tous ces éléments-là. Le problème, c'est pas forcément d'essayer d'évaluer le niveau de menace, même si, bon, il y a déjà cette base-là. Mais il faut aussi faire en sorte d'évaluer toutes les autres menaces qui sont sur le champ de bataille. Parce que là, je vous dis, ok, on parle d'une carte unique par rapport à une situation. Mais maintenant, si je vous dis qu'il faut évaluer toutes les menaces sur le champ de bataille en même temps, à chaque moment, et c'est là en fait où on devient un vrai joueur de Commander, c'est le fait de réussir à évaluer tout ce qui se passe sur le champ de bataille par rapport à tout ce qui se passe sur le champ de bataille. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué. Et c'est là où en fait on rentre un petit peu dans une autre dimension du Commander et de Magic, c'est-à-dire le fait de savoir évaluer, de voir les choses de façon très globale, et de pouvoir en gros avoir plusieurs visions, c'est-à-dire la vision individuelle de la carte et la vision ensuite globale de tout ce qui se passe. Et pouvoir gérer les deux et faire en sorte de emboîter un petit peu ces deux visions ensemble, eh bien, c'est ce qui nous permet du coup d'évaluer vraiment une menace et d'évaluer aussi quelle est la situation globale du champ de bataille, quelles sont les cartes les plus menaçantes. Mais du coup, quand on a décidé quelles étaient les cartes les plus menaçantes, quelles étaient les situations les plus menaçantes sur tel ou tel champ de bataille, eh bien, on peut du coup commencer à agir. Alors on agit comment? C'est plutôt simple, vous les connaissez les façons d'agir. La plus basique, je pense que je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, notamment les différentes tables, ou même les lives, quand je joue, c'est simple. Quand je n'ai pas de quoi gérer une carte, j'ai de quoi gérer son propriétaire. Ça s'appelle la phase de baston, la phase de combat. Et du coup, oui, il suffit de tuer un joueur, pour que derrière les permanents de ce joueur, il quitte la partie. C'est aussi simple. Et donc derrière, éliminer une menace de cette façon-là, ça reste une stratégie complètement viable, voilà. Et si jamais la menace en question, elle est partagée, que tous les autres joueurs en face, ils sont là, ouais, en effet, c'est menaçant, je vais vous dire, en fait, si vous attaquez tous les trois sur le même joueur, les points de vie vont assez vite fondre, à part si la personne en question a accumulé également beaucoup de points de vie. Ça, du coup, ça devient un petit peu plus compliqué, mais bon, on peut pas tout gérer en même temps. Donc, la phase attaque, mine de rien, c'est une phase toujours aussi importante. Dès le début de la partie, dès les premiers tours, si vous avez un mec que vous voyez prendre de l'avance, techniquement, vous pouvez commencer à l'attaquer, même avec une petite créature qui a de force, ou voilà, juste quelque chose de simple, pas forcément très menaçant, mais juste, parfois, 2 ou 3 points de vie que vous allez retirer en début de partie, ça peut faire la différence à la fin de la partie. Et ça, c'est quelque chose, vous pouvez regarder les games que vous avez fait, vous pouvez regarder mes games en live, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Et parfois, c'est 2 ou 3 points en plus, c'est ce qui fait la différence. Donc voilà, du coup, l'attaque, ça fonctionne. Ensuite, évidemment, on a tout ce qui est anti-permanent, que ce soit anti-créature, voilà, enchantement, artefact, les planeswalkers, etc., même si eux aussi sont facilement gérables par l'attaque. Ouais. Et même les anti-terrains, voilà, il faut le dire. En plus, il y a le mono-cible, bien sûr, le truc qui gère une cible à la fois, et il y a tous les effets de Vras, les Ras board, comme on les appelle, qui font, hop, le board, il est parti, et puis, du coup, s'il y avait plusieurs menaces en même temps, c'est évidemment ce qui est le mieux, puisque ça gère
tout en même temps, ça vous évite d'avoir à sélectionner et dire « Ah ouais, attends, mais je peux en gérer qu'un sur les deux, est-ce que ça va être suffisant pour vraiment ralentir son plan de jeu ?» Parfois, ben non, donc du coup, le Rasboard c'est une bonne solution aussi, même si ça vous impacte la plupart du temps. Pas toujours. Ensuite, on a évidemment les contresorts. Les contresorts, bah ça, je vais pas vous le cacher, c'est quelque chose qui est un peu difficile à timer. Les gens sont parfois un petit peu salés par rapport aux contresorts. Je comprends pas forcément pourquoi, parce que bon, c'est complexe à jouer un contresort. Un contresort, ça se joue au moment où le sort est lancé. L'anti-permanent, lui, bah le permanent il est là, ok, y a pas de problème, je peux le gérer. Si je sors mon anti-permanent 2 tours après, bah y a pas de problème, je peux l'utiliser encore. Le contresort, si je l'ai pas au moment où le sort est lancé, c'est fini. Voilà, je vais pas le lancer après, ça sert à rien. Enfin, y a plus de cible, hein, voilà. Donc du coup, non. Évidemment, les contresorts, je vous conseille quand même d'en mettre pour une raison simple, ce sont bah, les éphémères et les rituels. Puisque ça, bah bien sûr, eux ils sont lancés à un moment et ils seront plus là après, donc du coup ils font leur effet à l'instant T. Donc, ça reste quand même toujours important d'en avoir. Et il y a l'autre élément que je pense beaucoup n'aiment pas en commandeur, alors que c'est complètement justifié, c'est probablement une des meilleures façons de jouer blanc, c'est les cartes de stacks, donc celles qui empêchent les adversaires de jouer normalement. Et bien sûr, bah, ces cartes-là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais non, mais attends, moi j'ai envie de jouer normalement et tout. » Bah oui, sauf que le problème c'est que des fois jouer normalement, ça veut dire que vous allez essayer d'accumuler de la value, et du coup d'essayer de prendre de l'avance sur les adversaires, et donc d'essayer de plomber un peu la game, parce que c'est vous qui allez être devant, et éventuellement gagner la partie. Donc du coup, le fait de jouer des cartes de stacks, c'est un moyen aussi de dire « Ok, t'essaies d'aller trop vite? Non, tu peux pas, parce que moi je t'en empêche avec ma carte de stacks. » Et ça, c'est important, parce que c'est un garde-fou en fait. Et c'est quelque chose qui... Alors les gens n'aiment pas parce qu'en fait ça leur donne l'impression de ne pas pouvoir jouer, et c'est complètement ça, parce que justement c'est tout à fait le but, c'est pour éviter que les personnes fassent des choses trop dégénérées. Et c'est exactement le but de gérer une menace. C'est même pire que gérer une menace, ça la prévient la menace techniquement. Ça prévient le fait qu'une situation puisse dégénérer dans une situation menaçante. Voilà. Donc, les cartes de stacks sont nos amis aussi. Bien sûr, il ne faut pas les rentrer dans tous les decks tout de suite, mais il faut les rentrer dans des decks qui sont adaptés, qui pourront pouvoir jouer autour éventuellement, et bien sûr ne pas être trop affectés, ou voilà, qui vont pouvoir dealer un petit peu avec tout ça, bien sûr. Et il y a une ressource en particulier que les gens ont tendance à oublier. C'est parce qu'on est encore dans le multi, et c'est quand même assez couillon d'oublier cette ressource-là, qui est l'une des ressources principales et une des caractéristiques du format. Ce sont les adversaires, en fait. Les adversaires sont des ressources. Alors là, il y en a qui vont dire... Qu'est-ce que tu me racontes? Bah oui, en effet, parce que quand on joue à plusieurs, bah techniquement vous avez vos ressources, vous avez vos cartes dans votre bibliothèque, vous avez vos cartes en main, vous avez votre mana. Vous vous rendez compte que vous avez une menace là en face, et vous vous rendez compte que sur les côtés là, voilà, à côté de vous, avec vous, il y a d'autres adversaires qui eux aussi sont menacés par ce qui se passe en face. Et que eux aussi, ils ont leur propre terrain, leur propre carte en main, et leur propre bibliothèque. C'est dingue, hein. Voilà, mais ces cartes-là, en fait, qui ne sont pas à vous, et ces joueurs-là et ces manas-là, ben en fait, vous pouvez deal avec, en fait, vous pouvez faire des deals avec eux pour dire, ok, est-ce que on a une solution par rapport à la situation qui est là en face de nous, et qui nous menace tous, parce que, soyons honnêtes, hein, évidemment, bon, quand vous avez une, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une menace individuelle, que c'est pour vous parce que vous allez être bloqué, eh ben voilà, hein, là c'est à vous de gérer, mais quand vous avez une menace qui est pour tout le monde, qui est générale, globale, bien sûr, vos adversaires, ils ont pas envie de perdre la partie non plus. Ils ont pas envie que le mec en face, il gagne la partie. Donc des fois, essayez de vous arranger ensemble et de discuter. C'est dingue, hein, le nombre de situations dont je me suis sorti comme ça, juste en discutant, en disant « Écoutez les gars, est-ce que vous trouvez que c'est menaçant ça ?» D'accord. Les gars en parlent un petit peu. « Ouais, je trouve un petit peu. J'ai pas trop fait attention et tout. » Bah, vous pouvez en discuter déjà pour essayer de accorder vos violons en fait, faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur est-ce que c'est vraiment très menaçant ou est-ce que j'ai peut-être un peu surévalué, etc. Ça c'est une bonne chose aussi. Mais surtout, en fait, ça vous permet de dire « Bah écoute, moi j'ai un truc pour gérer ça, mais je peux pas gérer ça qui va aussi dans la menace. » Ah bah ça tombe bien parce que moi j'ai ça en fait, mais il faut que tu me gères ça en même temps. Donc du coup voilà, en se mettant un petit peu d'accord, on peut se retrouver dans des situations où, bah, à 2 ou 3 joueurs, on est plus fort en fait que la menace qu'il peut y avoir en face. Alors évidemment, ça va pas être le cas tout le temps. Des fois, il n'y aura pas les gestions, des fois, il n'y aura pas les contresorts, etc. Mais c'est aussi pour ça que je vous invite vraiment à mettre de quoi gérer des situations de menaces dans vos decks, hein, voilà, tout ce que j'ai cité auparavant. Mais c'est vrai que là, bah, en fait, quand on peut faire cause commune, eh ben, ça fonctionne bien, quoi. Il faut faire un peu cause commune à un moment. Si la partie est sur le point de se terminer, s'il y a moyen que un adversaire gagne la partie, qu'il soit trop menaçant et que ça mette fin à la partie, bah évidemment, essaye de bloquer ça et d'arrêter ça ensemble, c'est probablement l'une des meilleures stratégies à faire.
J'ai 2-3 petits conseils pour vous. Alors du coup, quand vous vous retrouvez face à une menace, il y a plusieurs choses à faire et à ne pas faire. La première, parler avec les autres adversaires, comme je viens de le dire, c'est important. Mais ce qui est bien en fait, c'est que des fois vous pouvez un peu paniquer par rapport à une carte et vous dire « Waouh, cette carte-là, elle m'inquiète ». Vous avez des cartes de gestion dans votre main, donc du coup techniquement vous pourriez le faire tout seul. Mais c'est pas plus mal de demander l'avis des autres adversaires, parce que déjà, ça montre qu'on n'est pas systématiquement... Enfin, ça leur montre que c'est pas non plus 100% vos adversaires, dans le sens où vous pouvez prendre leur avis en compte dans certaines situations, et par rapport à certaines cartes. Et du coup, ça montre aussi que y a une bonne ambiance à la table, etc., et qu'on n'est pas juste à jouer chacun dans notre coin pour essayer de gagner la partie. C'est juste, il y a un esprit un peu d'équipe, ou au moins un esprit un peu fun, un peu bonne entente, quoi. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Mais aussi, du coup, eux peuvent vous donner un autre point de vue par rapport à ce qui se passe, et par rapport à telle ou telle situation. Et éventuellement, vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser votre gestion en fait. La carte de gestion que vous aviez, vous allez la garder de côté parce que, justement, il y a un adversaire qui vous a montré que, finalement, la situation n'est pas aussi désespérée que ça. C'est peut-être même une situation qui est juste, il n'y a pas grand-chose, il faut pas trop s'inquiéter. Alors bien évidemment, ça veut pas dire qu'il faut systématiquement gober tout ce que les autres adversaires peuvent dire, il faut avancer vos arguments et que lui aussi le fasse. Mais, alors ne le faites pas sur toutes les cartes, sinon ça va devenir absolument ridicule, vos parties vont être ridiculement longues, mais vraiment, quand vous avez une inquiétude un peu élevée, ou que vous voyez qu'il y a un adversaire qui est peut-être un peu tendu, parlez-en. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est si jamais il y a plusieurs menaces sur le champ de bataille. Alors que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes, j'ai déjà vu cette situation et ça m'énerve beaucoup. Le problème c'est que ça frustre beaucoup de joueurs. Alors je parle pas que de moi, même si ça m'énerve, ça frustre des joueurs derrière. Le problème c'est qu'il y a des gens en fait qui, face à des menaces qui peuvent parfois être petites, moyennes, ou des grandes menaces, enfin généralement c'est assez rare pour les grandes menaces puisqu'on n'en a pas 36 qui sortent en même temps, mais quand il y en a plusieurs en même temps, en fait plutôt que d'essayer de faire un choix, ils disent je tire au sort. Le truc classique c'est par exemple, il y a deux adversaires qui ont joué un anneau solaire au premier tour, voilà, et vous avez une créature, etc. Et derrière vous dites écoute, non je sais pas qui attaquer, je vais tirer au sort pour attaquer. Le truc c'est que il y a deux anneaux solaires qui sont sur le champ de bataille, du coup déjà peut-être orienté vers un de ces deux-là. Ça se trouve, il y en a peut-être un qui a même joué un cachet derrière, un cachet d'ésotérisme carrément, en plus, avec son anneau solaire, et du coup, lui, il a déjà fait 4 mana, il a de quoi produire 4 mana au tour 1. Rendez-vous compte un petit peu de la bêtise. Donc, du coup, à ce moment-là, il faut se poser la question, c'est pas parce que il a fait du mana en plus que d'un seul coup ça devient une ultra menace, mais il prend une avance considérable. Voilà. Donc, prendre de l'avance, c'est techniquement commencer à devenir menaçant. Et du coup, une petite phase d'attaque, juste 1 ou 2 points de vie en moins, comme j'ai dit, c'est parfois pas grand chose, mais ça peut faire la différence à un instant T. Donc, voilà, essayez d'évaluer, surtout, ne tirez pas au sort, parce que j'ai l'impression que les gens font ça en fait. Ils font un choix aléatoire parce qu'ils n'ont pas envie de se décider, et surtout pour se déresponsabiliser, dire « Non mais c'est pas moi, c'est le dé ». Mais en fait, techniquement, c'est vous, parce que c'est vous qui avez autorisé le dé à prendre le choix à votre place. Donc vous avez fait un choix, celui de ne pas faire de choix et de laisser l'aléatoire rentrer là-dedans. Et le problème, c'est que quand vous faites un choix aléatoire, donc même dans les situations où il n'y a pas de menace, quand vous faites un choix aléatoire, c'est simple, vous donnez l'impression en fait que vous n'allez pas prendre de décision logique, mais vous allez prendre des décisions qui sont basées sur juste un lancer de dés. Évidemment, c'est pas valable pour tout, mais malheureusement, c'est quelque chose qui impacte un petit peu psychologiquement les autres joueurs. Troisième conseil, si le joueur menaçant vous propose un deal, vous savez que c'est le joueur menaçant, voilà, et il commence à dominer la partie et risque de tuer un joueur prochainement, vous refusez. Ça c'est le conseil, vraiment. Refusez. Quand un joueur vous dit « je te laisse en vie, mais à condition que tu me fasses rien pour m'embêter, et derrière je vais tuer ces deux-là et on finira à deux », à moins que vous soyez aussi menaçant que lui, et que vraiment vous savez que vous pouvez l'embêter et éventuellement le réussir à le tuer, refusez systématiquement. Parce qu'en fait, il y a deux raisons pour lesquelles il peut faire ça. Bon, il y en a un peu plus, mais ça c'est les deux raisons principales. C'est, si vous proposez un deal, c'est soit pour dominer encore plus la situation et dire je vais tuer un joueur, et le problème c'est que quand tu tues un de tes adversaires, tu tues aussi un de tes potentiels alliés, donc du coup le joueur en question, là, la menace, il est encore plus fort, voilà, donc il a encore moins de réponses possibles en face, et du coup voilà, c'est juste pour dire ok tu vas me filer un coup de main, et du coup il y a ce côté là un petit peu collabo, qui est pas terrible, et l'autre côté, c'est évidemment si jamais il sait que vous pouvez avoir une réponse à quelque chose qu'il voudrait faire,
alors qu'il domine, voilà, mais il faut qu'il y ait une différence entre dominer et vraiment commencer à clôturer la game, quoi. Et malheureusement, ben, il faut un moment terminer cette partie, et du coup, lui, il veut essayer de faire un deal avec vous pour pouvoir la clore le plus rapidement possible. Mais le souci, c'est que, ben, c'est encore une fois, c'est un peu essayer de diminuer et dire ouais non attends je te garde en vie et tout, alors qu'en fait vous êtes capable de l'embêter, vous êtes capable d'avoir les gestions etc. Mais c'est juste que derrière, ben lui il veut vraiment s'assurer de pouvoir être tranquille quoi. Mais vous n'allez pas offrir la partie à ce joueur, vous allez essayer de vous battre quand même à un moment. C'est un peu le but aussi du commandeur, essayer de donner tout ce qu'on a pour au moins gagner la partie ou éviter de la perdre. Voilà. Donc évitez vraiment d'accepter ces deals là. Alors, une dernière petite partie, c'est comment est-ce qu'on peut gérer le fait d'être une menace nous-mêmes. Voilà, d'avoir une menace au champ de bataille, enfin bon, voilà. À partir du moment où on contrôle un truc qui est une menace, on devient une menace nous-mêmes, hein, bien sûr. Mais, globalement, dans ces situations-là, ça devient un petit peu compliqué. Il y a des gens qui ont un petit peu de mal à gérer la situation, et ça se comprend, c'est pas forcément facile. Donc, quelques petits conseils. Déjà, je vais faire un petit conseil au niveau de la construction de deck. Donc, avant même, parce que techniquement, quand on construit un deck, on met toujours des trucs qui vont... Voilà, on met des petites, des moyennes et des grandes menaces dans le deck. Bon, pas beaucoup de grandes menaces selon les decks, etc. Voilà, il y a plein de variantes, mais techniquement, n'avoir qu'une seule grande menace dans le deck, ça peut être un gros problème, parce que du coup, ça veut dire que ça c'est une carte pour conclure la partie, mais c'est la seule. Et t'es là... Le problème c'est que si c'est la seule, ça veut dire que si jamais elle se fait gérer d'une manière ou d'une autre, et moi vous allez devoir vous appuyer sur les menaces moyennes pour faire en sorte d'essayer de gagner. Ce qui est généralement beaucoup moins efficace que d'avoir une grosse menace qui veut clore la game au moment où elle est jouée. Donc, peut-être envisager d'en mettre plusieurs. Ne partez pas sur plusieurs plans de jeu en même temps, hein, mais d'essayer de mettre des trucs qui sont similaires, voire même identiques si c'est possible. Donc voilà, vraiment, faites attention là-dessus. Il y a aussi autre chose, essayer de faire en sorte d'avoir des cartes de protection dans le deck, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié à mon deuxième conseil, c'est devenir la menace, c'est bien, mais il faut que vous soyez sûr de pouvoir garder ce qui vous rend menaçant, en fait. Donc si vous voulez clore la game, ou si vous avez une grosse synergie avec des cartes moyennes et des cartes très menaçantes, eh bien, évidemment, vous allez devoir, à un moment, faire en sorte d'avoir de quoi les protéger des contre-sorts, des sorts de protection, etc. Parce que sinon, ben ça peut tout capoter quoi. Donc du coup, mettez des cartes de protection et de gestion dans le deck, même si vous voulez être la menace, parce que c'est toujours important. Et de l'autre côté, du coup, c'est mieux de les avoir au moment où vous voulez commencer à faire n'importe quoi, en étant très menaçant avec votre deck. Et bien sûr, derrière, troisième conseil, ne pas poser les cartes menaçantes trop tôt. Alors bien sûr, bon, tout ce qui est petite menace, on s'en fout, hein, c'est des trucs qui vont être joués très régulièrement. Mais par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, artiste de sang sur le champ de bataille, il n'y a pas d'autres créatures. Ben, l'artiste de sang, le problème c'est que du coup tout le monde va l'avoir à l'œil, quoi. Ça va être... Attends, bon, du coup là il fait rien, d'accord, je vais le laisser. Mais par contre, s'il se passe un truc qui déborde un petit peu et qui pourrait vraiment être synergique avec, il va se prendre son anti-bête, hein, voilà, c'est sûr. Parce que les autres joueurs ne laisseront jamais passer ça. Voilà, c'est comme si vous les préveniez plusieurs tours à l'avance que il va se passer quelque chose, ça va faire mal, et voilà. Et t'es là, il peut se passer des trucs. Ok, bon bah écoute, bah nous on se tient prêt, quoi, voilà, on a nos contre-sorts, on a nos anti-bêtes, et puis c'est parti. Et voilà, on garde tout ça en ressources parce que on sait très bien que toi, à un moment, tu peux faire n'importe quoi avec. Donc, évitez de jouer trop tôt quand même, voilà. La meilleure menace, et surtout la meilleure victoire, c'est celle que les gens ne voient pas venir. C'est genre, j'ai un board tout à fait normal, bon voilà, je fais un petit peu de value, c'est pas grand chose, et puis d'un seul coup, hop, 2 cartes, et puis hop, on est parti, on fait n'importe quoi. Ça c'est le moment où justement les adversaires ils s'y attendaient pas, généralement. Donc, attention au timing. Et bien sûr, comme je l'ai conseillé ci-dessus, n'essayez pas de proposer des deals alors que vous êtes en train de dominer la partie. Parce que sinon ça veut dire que vous n'êtes pas prêt du tout, ou alors que vous voulez juste mettre en place une situation où vous avez un collaborateur qui va en fait se faire écraser un peu plus tard. Et malheureusement, ça met pas vraiment une bonne ambiance à la partie. Hein. Donc c'est... Vraiment, je vous le déconseille. Essayez de garder ça, voilà. Si vous faites des deals, c'est que vous êtes soit dans une situation où vous êtes en danger, soit dans une situation où justement, vous êtes plutôt... voilà, un peu kiff-kiff, et que vous voulez juste faire un peu de value en plus, voilà. Mais à partir du moment où vous êtes menaçant, il faut quand même comprendre que vous êtes devenu l'arc ennemi, vous êtes la personne à abattre, donc du coup il va falloir vous débrouiller tout seul.
ou presque, ça dépend des situations, mais généralement tout seul. Bref, et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes ces menaces et de comment les gérer. Si vous avez des éléments en plus à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En tout cas, là, moi j'ai essayé de mettre un petit peu la dose, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire cet épisode, mais c'était intéressant. Et du coup, ben, je pense que on va voir un petit peu tout ça dans la prochaine vidéo. On peut approfondir des éléments en plus, voilà, parce que moi il y a plein de choses qu'on peut approfondir, mais ça mettrait des heures et des heures et des heures pour approfondir tous les éléments de A à Z. Bien sûr, il n'y a pas de liste exhaustive des cartes qui sont menaçantes, parce que c'est impossible, bien sûr. Voilà, vu que ce serait une liste gigantesque avec des situations où elles sont plus menaçantes que d'autres, et du coup ça n'a aucun intérêt en fait. Donc faites preuve d'objectivité et appelez votre expérience pour dire ok, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que j'ai déjà vu, qu'est-ce qui est menaçant, etc. Et voilà, donc j'espère qu'avec ces outils-là et avec votre expérience, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir repérer et gérer les menaces correctement. Voilà. Bah écoutez, sur ce, on va se laisser là, et puis on se retrouve dans un prochain épisode de la tour, et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut à tous, bye bye.